Bonjour. Vous n'avez que 10% de chance que ça marche. Ça, c'était les mots de mon chirurgien. À l'époque, nous voulions avoir un enfant et pour des problèmes de plomberie, une opération chirurgicale aurait pu faire l'affaire, sauf qu'au bout de plusieurs mois d'examen, de va-et-vient, de médecins, de chirurgiens, d'assistants, il vous accueille dans son cabinet, il vous regarde droit dans les yeux et vous dit qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche. Alors, en termes médicaux, c'est une façon très diplomate pour un médecin de vous dire « oublie, passe à autre chose, tourne la page, voire même écris un autre livre ». Sauf que, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait face à lui quelqu'un de profondément optimiste. Et vous savez, quand on est optimiste, on a un mode de fonctionnement cérébral particulier, comme si on avait des filtres entre notre cerveau et le monde extérieur. Quand un optimiste entend « il n'y a que 10% de chance que ça marche », qu'est-ce qu'il entend l'optimiste? Ça marche. Et donc je dis au médecin « allons-y, lançons-nous, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Et je fais même partie de ces optimistes d'un niveau encore plus agaçant. Vous devez les connaître, ceux-là. Si le médecin m'avait dit « Monsieur Poulart, il n'y a aucune chance d'y arriver, aucune », j'aurais été capable de lui dire « Docteur, essayons, sur un malentendu, je pourrais peut-être faire un cas d'école ». Ça vous parle, cet optimisme-là? Peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous en connaissez, ceux qui vous gonflent. À n'importe quel moment, ils vous disent que tout va bien alors qu'ils ont les pieds dans la merde. Eh bien, je fais partie de ces gens-là. Alors, attention les amis, toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Oui, parce que quand on est optimiste, on vit toujours des histoires de dingue. Alors, parfois on me dit, Michel, t'es fou, t'es complètement déconnecté. Tu ne te tiens pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Des crises par-ci, des crises par-là, des crises de mobilier, des crises financières, crises économiques, crises écologiques, crises de couple, enfin des crises, il y en a partout. Michel, reviens sur Terre. Parler d'optimisme alors que tout va mal, t'es pas un petit peu déconnecté? Et les amis, c'est justement quand il pleut qu'on sort le parapluie. Être optimiste quand tout va bien, ça n'a aucun sens. C'est justement parce que c'est dur qu'il faut faire appel à l'optimisme. Alors bien entendu, ce matin, je ne vais pas vous parler que de moi. Je vais également vous parler aussi de science. Alors, je ne suis pas scientifique, mais pour étayer mes propos, je me suis rapproché, bien entendu, de plusieurs études scientifiques, et je répondrai à une question ancestrale, une question qu'on se pose depuis probablement longtemps. Est-ce que nous naissons optimistes ou nous le devenons? Je répondrai à cette question-là tout à l'heure. Alors, parmi toutes les études scientifiques qui existent, il y en a plusieurs autour du monde qui essaient de faire comprendre pourquoi certaines personnes sont plus heureuses que d'autres. Pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Pourquoi certaines personnes réussissent mieux là où d'autres échouent lamentablement. Alors on appelle ça les sciences cognitives ou les sciences comportementales, où on essaie de comprendre la philosophie ou voir si le bonheur est intellectualisable. Et parmi toutes les études qui existent aux quatre coins du monde, toutes les études psychologiques, parfois contradictoires, toutes sont d'accord pour dire que nous avons la vie que nous choisissons. Voilà. C'est pas mal pour terminer la matinée, hein, quand même. Alors, juste un petit sondage entre nous, hein, on est entre nous, personne ne nous voit. Qui pense que ceci est vrai? Allez-y, allez-y. Soyons fous. Ouais, c'est pas mal. Il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui pensent que ceci est vrai. Néanmoins, certains d'entre vous n'ont pas levé la main. Alors, juste faire une petite aparté. Comprendre pourquoi certaines personnes d'entre vous n'ont pas levé la main sans vous mettre mal à l'aise, bien entendu. Il y a deux raisons pour lesquelles certains d'entre vous n'ont pas levé la main. La première pourrait être quelque chose du genre, le gars, on ne l'a jamais vu avant. Enfin, je l'ai peut-être vu sur TikTok vite fait, mais si je lève la main et qu'il me demande de venir témoigner ici, je suis bien sur mon siège, je n'ai pas envie de parler. Très bien. La deuxième possibilité pourrait être que certains d'entre vous pensent que ceci est faux. Oui, parce que je rencontre tous les jours des gens qui subissent leur vie, qui pensent qu'ils n'ont pas choisi la vie qu'ils ont. Il y a des gens qui pensent sincèrement ne pas avoir la vie qu'ils méritent. C'est vrai. Mais au fond, pourquoi la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons? Ça, vous savez, c'est la différence qu'on peut avoir dans un bureau d'ingénieur et ce qu'on peut voir sur le terrain. Regardez à quoi ça ressemble. La science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons, mais le terrain, c'est ça.
Alors, ce qui est certain sur cette photo, c'est que le conducteur du pick-up, lui, il a choisi. Il a vu les deux belles jeunes filles, il se dit, tiens, ce sont des surfeuses, il y a une flaque, allez, je vais leur faire une surprise. Et vu l'auteur de la flaque, de la vague, il ne roulait pas à 5 km/h. Lui, il a choisi. Mais les deux jeunes filles-là, ont-elles choisi de subir le choix de ce conducteur? Pas sûr. Que fait la science? Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Et puis, ce chien, quand il s'est levé ce matin, est-ce qu'il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je me ferai bien une petite rencontre impromptue? Pas sûr. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Et puis, vous, mesdames, ça vous arrive de vous lever un matin et de vous dire, tiens, aujourd'hui, je me ferai bien coiffer par un chameau. Ça, non? Non. Pourquoi la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons? Et alors, parfois, certains dos d'âne sont plus surprenants que d'autres, des coups de frein plus étonnants que d'autres. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Et puis, vous vous êtes préparé, c'est le jour J, et vous arrivez encore à vous tromper. Et alors, vous êtes le pro, l'expert dans votre domaine. Vous êtes sûr que ce que vous allez faire, vous l'avez préparé. Tout se passe bien. Personne n'est meilleur que vous. Et il y a toujours le petit grain de sable qui vient toujours... Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens de vous démontrer que la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons, mais que la vie nous démontre le contraire. C'est intéressant. S'il y a bien un seul chiffre que j'aimerais que vous reteniez ce matin avec moi, un seul, c'est celui-ci, 87%. Alors les amis, après vous avoir révélé à quoi correspond ce chiffre, il se peut que juste après vous me détestiez. Bon, après c'est pas grave, hein, je remets mon badge, je m'en vais. Pourquoi? Parce que quand je vous aurai révélé à quoi correspond ce chiffre, vous n'aurez plus le droit de dire ou de penser « pourquoi moi ?» Vous savez, ces moments où on se dit « pourquoi moi ?» Pourquoi ça tombe sur moi? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Eh bien, après vous avoir dit à quoi correspond ce chiffre, vous ne direz plus « pourquoi moi ?» Ce chiffre correspond à une étude menée par le professeur Richard Wiseman de l'Université de Londres. Le professeur Wiseman a voulu comprendre s'il y avait un mécanisme derrière la chance. Au fond, pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres dans la vie? Pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent lamentablement encore et encore? Et en 1999, avec plusieurs étudiants, il a créé et fondé ce qu'il appelle le Luck Lab, le laboratoire de la chance. Ce laboratoire, ce Luck Lab, existe encore aujourd'hui. Ça fait 25 ans que ce Luck Lab existe et ça fait 25 ans que ce chiffre est inchangé. Donc on peut légitimement penser que cette étude scientifique tient la route. Alors en quoi ça consiste? Le professeur Wiseman a voulu comprendre et rencontrer des gens chanceux et des gens malchanceux. Alors pour ce faire, il a publié une annonce dans le journal local, une annonce, alors je traduis librement, hein, l'annonce elle disait à peu près ceci: vous avez la poisse, virgule, une vie de merde, virgule, vous pleurez tous les jours, tout ce que vous entreprenez, vous le foirez, tout ce que vous touchez, vous le brisez, votre couple bat de l'aile, vos enfants emmerdent les voisins. Nous aimerions vous rencontrer, appelez ce numéro, en parenthèse, si ça s'en occupait, virgule, c'est normal, vous avez l'habitude. Et donc, plusieurs dizaines de personnes se sont présentées et l'équipe du professeur Wiseman leur a posé une seule question, une seule. Une étude scientifique qui tourne autour d'une seule question. On appelle ça une étude socio-psychologique. La question est simple. Madame, monsieur, énumérez-nous les événements marquants de votre vie. Tout ce qui a ponctué votre vie. Ne nous racontez pas votre vie, en parenthèse, on s'en fout, mais juste tout ce qui a ponctué votre vie. Les faits qui ont vraiment marqué votre vie. Et on prend des notes pour vous. Et les assistants ont inscrit chaque événement de vie sur un post-it. Vous imaginez, plus vous êtes vieux, plus il y en a. Hein. Ensuite, quelques semaines plus tard, le professeur Wiseman a publié une annonce à l'opposé. Une annonce du style « Vous avez une vie de rêve, vous faites l'envie de tous ceux qui vous observent, votre entourage vous admire, vous avez un couple extraordinaire, vos enfants sont fantastiques, votre chien vous obéit au doigt et à l'œil, tout ce que vous touchez, vous le transformez en or, on aimerait vous rencontrer. » Et pareil, ils leur ont posé la même question. Résultat des courses. À chaque fois, ils redemandent à chaque participant de revenir dans le laboratoire. Ils leur donnent leur post-it sur lequel est inscrit tous leurs événements de vie et on leur demande de les positionner sur une ligne de temps. Vous savez, imaginez des laboratoires aseptisés scientifiques, tout blancs, avec une ligne de temps, et allez-y, positionnez vos post-it sur cette ligne de temps. En haut de la ligne, si c'est positif,
en bas de la ligne si c'était pour vous négatif. Résultat des courses, tous les gens plutôt malchanceux avaient beaucoup plus de post-it négatifs en bas, alors que les gens chanceux avaient beaucoup plus de post-it en haut, donc positifs. Fallait-il faire une étude pour ça? Pas forcément pour ça, mais pour le résultat, oui. Le professeur Wiseman a constaté que, en mélangeant tous les événements de vie de tous les individus, chanceux, malchanceux, heureux, malheureux, optimiste, pessimiste, fataliste, tout ce que vous voulez, il s'est rendu compte qu'à hauteur de 87%, écoutez bien les amis, hein, c'est une information capitale, à hauteur de 87%, nous vivons tous des événements de vie similaires. Tous. Au fond, ce que cette étude démontre, c'est que nous sommes tous égaux face à la vie. Donc, où est la différence entre ceux qui semblent mieux réussir que les autres? C'est l'état d'esprit. Mais pas que. C'est aussi la façon dont ils vont agir face à ce qui leur arrive. Ce n'est pas tellement ce qui leur arrive qui compte, mais ce qu'ils vont faire avec ce qui leur arrive qui fait la différence. Au fond, les gens chanceux ont cette capacité extraordinaire à transformer n'importe quel pépin en pépite. Ouais, je l'aime bien celle-là, elle m'est arrivée un jour dans le train. Mais oui, retenez-la celle-là. Être chanceux, c'est être capable de transformer n'importe quel pépin en pépite. Et au fond, puisque ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui fait la différence, mais notre attitude, le regard que nous portons sur ce qui nous arrive qui a l'importance, eh bien, c'est là où on peut faire la différence. Les gens qui réussissent mieux que la moyenne, les gens qui sont plus heureux que la moyenne, les gens qui sont plus optimistes que la moyenne, adoptent un comportement différent des autres. Ils se concentrent sur ce qui est possible. Le focus. Vous savez, le focus, c'est un terme photographique. Là, on a un photographe là, on a des caméras là. Le focus, c'est là où vous allez faire la mise au point. Si vous vous mettez en mode positif, votre cerveau le verra. Mais si votre focus est sur le négatif, le cerveau le verra aussi. Et c'est plus vicieux que ça encore, et je vais vous en faire la démonstration. Alors les amis, ce que je vais vous montrer là maintenant, vous risquez de ne jamais l'oublier. Je sais, ça peut paraître présomptueux, hein, mais ça fait plus de 10 ans que le sketch que je vais faire là, je le fais, et ça fait plus de 10 ans que ceux qui l'ont vu me disent « on l'a jamais oublié ». C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui l'ont vu. Okay. Donc si vous voulez vivre une expérience mémorable, entrez dans mon trip, vous allez voir, ça va être inoubliable. En revanche, pour que ça fonctionne, j'ai besoin de votre collaboration. Restez assis, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour que ça fonctionne, j'ai besoin là, maintenant, que vous alliez chercher l'enfant qui est en vous. Allez-y. Allez-y. Allez chercher l'enfant qui est en vous. C'est samedi, c'est presque dimanche, on est bien, là on est au salon. Très bien. Alors ça, c'est une partie préférée de ma conférence. Parce que moi, j'ai un privilège, c'est que je vois tous vos visages. Et quand je demande à l'Assemblée d'aller chercher l'enfant qui est en eux, il y a un truc de fou qui se passe, c'est que vous êtes déjà plus souriant. Vous êtes plus beau qu'il y a 30 secondes. Hein, c'est vraiment, si vous voulez être beau, allez chercher l'enfant qui est en vous. Hein. Vous êtes tous beaux. OK, magnifique. Vous l'avez. Alors attention, maintenant vous avez l'enfant qui est en vous, je vous explique pourquoi. Si vous regardez ce que je vais faire dans quelques instants avec des yeux d'adulte, vous risquez d'intellectualiser et vous allez passer à côté de mon message. OK? Bien. Maintenant que nous sommes raccords, avertissement, je vais vous manipuler. OK? Mais c'est pour bien fonder la démonstration, bien entendu. Hein? OK? Vous êtes prêts de manipuler? Très bien. Depuis quelques secondes, je vous parle avec une main dans la poche. Première observation, le fait de vous dire que j'ai une main dans la poche a probablement suscité en vous un questionnement ou une réflexion du style « Ah oui, le gars, il a une main dans la poche. » Et mais si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas relevé. OK? On est synchro? Le fait de vous le dire a attiré votre attention sur cette main. Je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas vu, ou en tout cas, pas prêté attention. OK, ça fonctionne, c'est parti. Alors, dans ma poche, j'ai ceci. J'ai ceci avec moi. Jeune homme, juste de façon très intuitive, que pensez-vous voir? Un portefeuille, très bien. Vous, madame, vous êtes seule, blonde, toute isolée, malheureuse. Je rigole, hein. Vous êtes souriante, par contre. Que pensez-vous voir? Un portefeuille. OK. On est ici au bas mot une bonne centaine de personnes. Ce que j'essaie de vous démontrer là, c'est que ce que le cerveau pense voir, jusqu'à preuve du contraire, le cerveau va considérer cela comme étant une réalité, votre réalité.
jusqu'à preuve du contraire. Votre cerveau expérimente ça comme étant sa vérité. OK? Il est probable que plusieurs d'entre vous voient un portefeuille. Que ce soit vrai ou pas vrai, ce n'est pas la question. OK? Maintenant, imaginez que ceci n'est pas un portefeuille. Ceci représente maintenant un problème. Vous l'avez compris, je rentre dans une allégorie, c'est une métaphore. Ceci est un problème. Vous avez vu? Pas bien grand, il ne prend pas beaucoup de place, il n'est pas bien épais. Et face à ce problème, j'ai le choix. Oui, j'ai le choix. Le problème est là, je n'avais pas le choix de l'avoir, mais j'ai le choix d'en faire ce que je veux. Le premier choix, c'est de le remettre d'où il vient. Ah oui, il ne me dérange pas, je suis venu avec, ça ne prend pas de la place, mais si je fais ça, ma démonstration est un petit peu caduque. Allez, regardez ce qui se passe chez chacun d'entre nous au quotidien et comment nous sommes tous capables de câbler notre cerveau. Et là maintenant, avec ces démonstrations, je vais câbler mon cerveau en mode négatif, en mode problème. Et je vais conditionner mon cerveau comme une tête chercheuse sur les problèmes. Et les dialogues intérieurs que je vais me faire, la qualité des questions que je vais me poser, va créer un scénario catastrophe. Oui, parce qu'attention, on est d'accord, on est tous d'excellents scénaristes quand il faut faire des scénarios catastrophes. Hein, on est tous des excellents Steven Spielberg quand il faut imaginer le pire. Et 80% du temps, on s'est mis dans un stress de dingue, alors que ça n'arrive jamais. OK. J'ai un problème. Voici comment ça se passe avec nos dialogues intérieurs. Tiens, il m'arrive un truc. Oh non, pas maintenant. Oh punaise, ça tombe toujours sur moi. Oh non, c'est pas possible, c'est pire que je l'avais imaginé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez imaginé un portefeuille, il y a une sorte de court-circuit neuronal qui se fait. Oh, c'était pas un portefeuille. Mais non, je viens de dire que c'est un problème. Écoutez un peu, c'est un problème. Et là, vous vous rendez compte qu'il est pire que prévu. Face à ce problème, on a tous une réaction normale, naturelle. N'allez pas voir de psy ni de thérapeute, vous allez bien, ok? Donc tout va bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez rendormir tranquille, mais on a tous une réaction psychologique normale. C'est face à ce problème, vous êtes pris par le temps, pris par les affaires, pris par vos vies privées, on n'a pas le temps, et hop, on le remet d'où il vient. Allez hop, c'est bon. Et on va au boulot comme ça, on va voir nos clients avec ça, on va visiter quelques stands comme ça, on va chercher nos enfants à l'école comme ça, on va au sport avec ça. Et alors vous êtes le seul à ne pas le voir, mais ça se voit quand même sur vous qu'il y a un truc qui cloche. Hein. Et alors, arrive le lundi matin. Vous savez, ce fameux lundi matin, vous allez arriver au bureau, ou n'importe où, où vous soyez, on connaît tous au moins une personne bienveillante dans notre entourage. OK? Alors, à quoi on reconnaît la personne bienveillante? Le lundi matin, on la reconnaît, c'est facile. À la façon dont il vous salue le matin. Vous savez, le salut du matin, le « bonjour, ça va ?» On est d'accord que c'est devenu une formule de politesse. On s'en tape de la réponse. « Salut, ça va ?» c'est devenu juste une formule de politesse. Moi, je me souviens, quand j'étais salarié, je me suis dit « je vais faire une expérience scientifique. Je vais répondre comme une merde. » Et alors, « salut Michel, ça va ?» « Oh, comme une merde. »« Bonne journée. Salut Michel, ça va? Oh, punaise, épouvantable. Allez, bonne chance, hein. Mais la personne bienveillante, et c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître, quand elle dit ça va, elle le pense. Bonjour, Michel, ça va? Et toi, dans ton habitude, ça va. Et là, il vous pose une première question parce que cette personne voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et cette première question, vous l'avez toute entendue, vous l'avez peut-être toute dite vous-même, parce que vous êtes tous bienveillants, bien entendu, c'est « tu es sûr ?» Et là, tu es déstabilisé, tu n'as pas l'habitude. D'habitude, c'est ça va, et hop, et là, c'est tu es sûr, et là, tu résistes. Ah oui, tout va bien, je ne vois pas de quoi tu parles. Et là, tu essaies de résister, limite, tu t'en souviens même pas du problème, tu ne le vois plus. Et là, la personne bienveillante vous pose une deuxième question. Vous allez voir, vous l'avez tous entendu cette question, vous l'avez peut-être même tous dite. Tu veux qu'on en parle? Et là, tu te dis, ah ben, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre que si on a 2 sur un problème, on va peut-être le résoudre 2 fois plus vite. Allez, c'est parti. Vous prenez le problème et ensemble, vous commencez à déballer le problème. Écoutez bien les mots, hein. Tous mes mots sont choisis dans cette allégorie et vous commencez à déballer le problème. Et donc vous déballez le problème et non seulement vous le déballez, mais vous commencez même à l'analyser sous toutes ses coutures. Hein, ça vous parle cette expression? Hein, donc je déballe le problème. Le pire avec le problème déballé, c'est qu'il devient tellement grand que je peux même me cacher derrière le problème. Vous l'avez déjà entendu de celle-là, hein? Il se cache derrière le problème. Voilà. Ouais, je peux. Et alors ça devient inconfortable.
vous vous sentez mal. Et là, une petite goutte de sueur commence à dégouliner là. Mais la personne bienveillante qui est à côté de vous, sa perspective du problème n'est pas la même. Vous voyez ça, mais lui, il voit ça. C'est le même problème, mais un autre regard sur le même problème. Le problème est le même, mais sa vision n'est pas la même. Et là, il essaye de temporiser. « Oh, Michel, c'est pas bien grave, regarde, moi je vois ça. » Et toi, tu dis « Enfin, oui, t'es bon, tu vois ça, mais en attendant, c'est mon problème. Hein. » Enfin, mais Michel, n'en fais pas un drame, c'est juste ça. Ouais, tu connais pas ma vie, ok. Enfin bon, vous voyez le genre de truc qu'on peut dire. Hein. Et donc, cette personne bienveillante essaye toujours de rattraper le coup, bien entendu, et va sortir une autre remarque du style « Ah, tu sais, Michel, je suis passé par là il y a 15 ans. » Ah, alors, tu vas en chier. Et à ce moment-là, son téléphone sonne et il se barre et il vous laisse avec ça. Alors à ce stade, on a tous un réflexe naturel, un réflexe psychologique normal. N'allez pas voir de psy, ni de thérapeute. Vous êtes bien, c'est normal. Pris par le temps, on fait ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, c'est de remettre d'où ça vient. Et vous allez vaquer à vos occupations, vous allez travailler avec ça, vous rencontrez des clients et des prospects comme ça, vous allez chercher vos enfants à l'école avec ça, vous allez au tennis avec ça, et puis arrive le moment de cette fâcheuse loi de Murphy. Vous savez, cette loi de Murphy, celle qui dit que tous les emmerdes arrivent en escadron, vous savez, le four à micro-ondes pète, la voiture tombe en panne, le chien a mordu les voisins, et tu dis, mais pourquoi tout tombe sur moi en même temps? Vous savez, ces moments des jamais 203, ça nous arrive à tous, même à moi, c'est un truc de dingue, pourquoi? Eh bien, c'est simple, aujourd'hui, on sait scientifiquement parlant que la plupart de ces moments sujets à la loi de Murphy sont des moments purement cognitifs, cérébraux. En fait, à partir du moment où je commence à câbler mon cerveau en mode problème, mon cerveau qui, lui, a 1001 tâches à accomplir par seconde. Les chiffres sont à peu près, se démentent, mais il paraîtrait que le cerveau traite des milliers d'informations à la seconde. Et pour éviter la surchauffe, il doit faire des choix de survie, des choix importants, des choix émotionnels. Et donc si vous vous mettez en mode négatif, en mode problème, le cerveau va les trouver. Oui, parce qu'au fond, en temps normal, quand vous allez bien, si le four à micro-ondes pète, c'est pas si grave que ça. Mais quand vous avez l'impression que tout va mal, ça vient faire comme une sorte d'accumulation. C'est ça et rien que ça, la loi de Murphy. C'est une condition cérébrale. Et alors, ça se représente comme ça. Regardez bien. C'est qu'à un moment donné, cette loi de Murphy va vous faire entrer dans un mode qui va devenir progressivement de plus en plus négatif. C'est que vous allez développer un dialogue intérieur ou externe du style tellement négatif que quelle vie de merde, quel monde de merde. Oh mais qui c'est qui m'a foutu cette bande de bras cassés? T'as vu un petit peu les prix qui augmentent? Oh t'as vu? Non mais c'est un drame. J'ai regardé les actualités, ça n'arrête pas. C'est un truc de... Oula! Tu te souviens de la taille qu'il avait au départ? Vous connaissez l'expression « enfler un problème » ? Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Je viens d'enfler le problème. C'est le même que tout à l'heure. Alors, à ce stade, on a tous un réflexe. Alors là, à partir de là, oui, vous pouvez commencer à envisager d'aller voir un psy ou un thérapeute. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. C'est le remettre d'où il vient. Et vous allez bosser comme ça. Vous allez rencontrer vos clients comme ça, hein, vous avez compris, hein, et même pire, vous allez voir des gens, vous avez une relation, ah, bonjour monsieur, alors bonjour monsieur, on ne se connaît pas, mais comment ça va? Ça vous dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a repoussé, en plus il me repousse, et alors on s'étonne, pourquoi il m'a repoussé? Oh, tu sais pas qui je suis, non mais quelle vie de merde, c'est non. Et on s'étonne que même dans nos relations, ça va de plus en plus mal, hop là, elle aussi elle recule, mais pourquoi? Et alors le truc c'est qu'on s'étonne même que les gens reculent face à ça, ben oui, et je suis le seul à ne pas comprendre. Alors, face à cette situation, on a tous l'habitude de faire une chose, c'est de remettre d'où il vient. Voilà. Et on s'étonne que ça va mal. Ma femme me quitte, mes enfants ne veulent plus me voir, mon chien, il ne faut même pas en parler. Bon, c'est pas grave, hein, une femme de perdue, une femme de perdue. Et alors, ce qui est intéressant, vous pourriez me dire, ok Michel, c'est bon, on a compris ta démonstration, accouche. Non, attendez. C'est pas fini. Non, parce que dans la vraie vie, c'est pas fini non plus. Parce que mon message va encore plus loin. Parce que là, on pourrait se dire, c'est bon, c'est clair. Non, c'est pas clair. Parce que il vous arrive de connaître, ou peut-être que vous-même, vous l'avez vécu, cette fameuse notion d'être dans le fond du trou, au fond du puits. Vous savez, ces gens qui sont au fond d'un trou,
Et le peu de ressources et d'énergie qu'il leur reste, ils pourraient l'utiliser pour creuser des marches pour remonter. Non, non, non. Les ressources qu'ils ont, ils les utilisent pour creuser encore plus. Il y a des gens qui sont au fond du trou, le peu d'énergie qu'il leur reste, ils creusent encore plus. Et ça se représente comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bien, que tout est de la merde autour de moi. Non seulement le monde est un monde de merde, mais mon entreprise, ma vie, et je suis une merde. Voilà, voilà. Attention les amis, ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire à la maison. Vous connaissez l'expression « j'étouffe » ? Voilà. Alors, on peut parler aussi d'immobilisme, de dépression nerveuse, de burn-out. C'est exactement ça. Je ne vois plus rien, j'étouffe, j'ai peur parce que maintenant, quand je ne vois plus rien, bien, je n'avance plus et je fais de l'immobilisme, je ne bouge plus. Alors les gens autour de moi, bienveillants, ceux qui même me disent « mais Michel, fais quelque chose, bouge-toi, fais-nous un petit 360 ». Et toi, tu essaies de rationaliser, tu dis « mais 360, c'est revenir au même endroit ». Bon, allez, je vais faire un truc, allez, hop, allez, on va faire un truc, allez. Ils veulent que je bouge. Là. Voilà, et les jours passent, mais pour moi, le problème est le même. Et alors, les amis, comme j'ai conditionné mon cerveau en mode problème, je suis moi-même dans et le problème. Pour sortir de cette situation, je vais devoir changer mon état d'esprit et recabler mon cerveau. Parce que c'est purement cérébral, c'est pas fataliste. C'est purement cérébral. Ça commence, alors bien entendu, c'est de la vulgarisation, mais de me dire que je vais changer de dialogue intérieur et de me dire qu'il y a peut-être des ouvertures, des possibilités à l'extérieur. Allez, je vais créer une ouverture, je vais passer à l'action. Ah, j'aurais pas dû prendre un sac industriel. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben ça va mieux, tiens. Il y a un peu d'air qui rentre, ça fait du bien. Et puis il y a des gens qui s'arrêtent à ce stade, parce que c'est bon, on y voit. Et alors on s'étonne que les pas sont un peu hésitants. Et non seulement, non, ça fait partie du sketch, t'inquiète pas. Et au fond, maintenant que la démarche est entamée, je dois continuer à câbler mon cerveau en mode possibilité et possible pour pouvoir progressivement chercher toutes les possibilités, toutes les ouvertures, tout ce qui se passe bien autour de moi, tout ce qui se passe bien chez moi, pour au final arriver à sortir la tête du sac. Vous connaissez l'expression « sortir la tête du sac » ? Ça vous dit ? Ça vous parle ? Oui ? Pas tant que ça ? Moi, je la connaissais. Très bien, merci. Oui, et alors je respire mieux. Ça va mieux. Là, je respire mieux, c'est bon. Et alors, j'ai l'impression que tout va bien. Et effectivement, ça va déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais la spécificité d'avoir la tête sortie du sac, c'est que le sac, lui, il est encore là. Et donc, à partir du moment où je dois me développer, écoutez bien, les mots sont choisis. Quand je veux me développer ou m'épanouir, ben, je ne peux pas. Le sac est toujours là. Et en fait, maintenant, ce que je dois continuer à faire, c'est alimenter mon cerveau de choses positives. Aller chercher chez moi et chez les autres ce qui est positif. Peut-être arrêter de fréquenter des gens qui sont toxiques dans ma vie. Peut-être même bouger, aller ailleurs. Peut-être même changer d'air, changer d'amis, changer de famille, pas, mais partir, fuir tout ce qui est négatif. Arrêter de regarder BFM télé à longueur de journée. C'est déjà pas mal ça aussi. Ou de se dire que sur le fil d'actualité, tu ne vois que des mauvaises nouvelles. C'est parce que l'algorithme voit que tu regardes que des mauvaises nouvelles. Les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent de la même façon que le cerveau. Si vous regardez des mauvaises nouvelles, hop là, il sait que vous aimez ça, c'est comme Netflix, c'est les choix. Et donc désabonnez-vous de tout ce qui est mauvaise nouvelle et abonnez-vous sur les choses qui se passent bien. Parce que les amis, la réalité du monde, c'est qu'il se passe des choses extraordinaires dans le monde, mais on ne les voit plus parce qu'on ne s'est pas conditionné à les voir. Et notre cerveau, comme il est conditionné pour avoir peur, pour pouvoir prendre la fuite, on ne regarde que ce qui est négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de positif. Ce qui m'a permis de sortir de là sans m'en rendre compte, c'est de devenir positif, optimiste. Et là, ce que je suis en train de faire là maintenant, de pouvoir regarder le problème avec distance, en psychologie, on appelle ça faire un deuil. Faire un deuil, c'est se souvenir ce qu'on a vécu, mais sans revivre les émotions, sans être à nouveau dans le sac. Faire son deuil, c'est de pouvoir prendre du recul. Oui, parce que parfois, quand tu es dans la merde, tu entends dire « Prends du recul, prends du recul !» Non, tu ne peux pas prendre du recul, tu es dedans. Tu ne peux pas prendre du recul quand tu es dedans. Tu peux prendre du recul que quand on est sorti. C'est seulement à ce moment-là que tu peux comprendre comment ça marche. Alors les amis, vous avez compris. Changer son état d'esprit change tout. Est-ce que je pourrais avoir mes slides, s'il vous plaît ? Merci. Et au fond, un grand philosophe un jour a dit « Le problème, ce n'est pas le problème, c'est l'attitude face au problème. » Jack Sparrow. Voilà.
chacun ses références, hein, mais c'est vrai. Dans un film, il l'a dit, et je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est l'attitude qui compte, et pas vraiment le problème. Et au fond, un problème, c'est un petit peu comme une vague sur l'océan Atlantique. Elles peuvent nous faire peur parce que des vagues de 4 à 5 mètres, c'est impressionnant. Et donc, les plus téméraires parmi nous pourraient dire, allez, on va à l'eau. Et d'autres diraient, non, pas trop. Et tous les deux peuvent avoir raison, parce qu'effectivement, elles sont dangereuses, donc votre peur est légitime. Mais l'autre pourrait dire, on prend une planche de surf, la même vague, mais on peut aussi surfer dessus. Et pourtant, c'est la même vague. On sait aujourd'hui, par des études scientifiques, que nous avons le pouvoir de créer nos propres réalités. Je ne parle pas de faits. Un événement est neutre. Et c'est l'interprétation que vous allez en faire qui va faire que c'est dramatique ou pas. Si ça l'est, ça le sera. Si c'est une opportunité, ça le sera. Si ce n'est pas grave, ça le sera aussi. C'est exactement pareil pour tous les accidents de la vie. Nous avons le pouvoir de créer leur réalité. On veut faire une démonstration en rebondissant sur un autre pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir des perceptions. La façon dont nous allons percevoir un événement va générer chez nous un dialogue intérieur qui peut être extraordinaire ou fatal. Je vais vous montrer une vidéo, là maintenant. Sur cette vidéo, vous allez voir deux protagonistes. Tous les deux vont vivre un événement de vie quasiment similaire, mais vont avoir des réactions diamétralement opposées. Et on en parle juste après. Regardez. Deuxième cas de figure. Chickadee! Kat ini tahu skill ya? Oh, punya menjawab ya? Deux situations quasiment similaires, deux réactions diamétralement opposées. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait des réactions aussi opposées? Alors, je ne suis pas dans la tête de cet adolescent de 14 ans. En revanche, un jour, j'ai eu 14 ans. Et normalement, on a tous eu 14 ans. Bon, certains plus longtemps que d'autres. Hein. Ne suivez pas mon regard. Non, je rigole. Hein, alors, on peut s'imaginer, on est avec des copains, on va à la fête foraine, et avec l'émulation des copains, ben, ils veulent tous aller dans l'attraction. Toi, tu n'as pas envie. Franchement, tu as les chocottes. Mais pour ne pas perdre la face, tu y vas quand même, parce que tu ne veux pas rester con quand même. Hein, donc, tu montes dans le wagonnet, mais tu serres les fesses, tu n'as vraiment pas envie. Tu mets le harnais, et là, tu commences à faire ton petit dialogue intérieur. Tu sais, ton petit discours de motivation à toi tout seul. Du style, c'est bon, ça va aller. Oh, c'est bon, il n'y a pas de raison, c'est bon, ça va le faire. Et là, ça démarre, clac, 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 clac. Ça vous rappelle un truc, hein, clac. C'est fou ce qu'un bruit peut faire dans le cerveau. Hein. Clac, 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 clac. Oui, il est haut. Clac, 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 clac. Oui, il est très, très haut. Clac, 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 clac. Et vous arrivez tout en haut, vous êtes tout devant dans le premier wagonnet. Et quand vous êtes tout devant, vous voyez le vide. Et en voyant le vide, vous vous dites, oh merde. Et le cerveau, lui, le cerveau qui n'a pas encore tout à fait conscience de ce qui se passe, il entend, oh merde. Et je dis, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, avant que le cerveau ne comprenne ce qui se passe, vous êtes catapulté de 0 à 80 km/h en moins de 2 secondes. Et là, vous criez, je vais mourir! Je vais mourir! Information capitale, comme le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez, le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous évoquez et ce que vous vivez. C'est-à-dire que si je vous demande, alors, pensez par exemple à des rêves. On peut avoir rêvé, c'est jamais arrivé, et ce rêve ou ce cauchemar peut nous suivre toute la journée alors que c'est jamais arrivé. On se réveille comme si on avait vécu le truc. Si je vous demande de vous souvenir à de bonnes vacances, ce n'est plus là, mais votre cerveau va générer les émotions liées à ce souvenir. Mieux encore, on a une capacité extraordinaire à se projeter. Si on se projette, et que je vous dis qu'on va tous ensemble, à mes frais, à Bali pendant 2 semaines, vous avez vu comme c'est chouette? Pourtant, c'est pas arrivé, et c'est pas une promesse, on ne fait pas, c'est une blague. Hein. Mais si on se projette, on ressent déjà les émotions vraiment positives en fonction, ou négatives. On ne le vit pas,
Mais le cerveau, lui, traite l'information de la même façon. Donc, quand vous vous dites « je vais mourir », le cerveau, lui, il s'en fout. Il entend « je vais mourir ». Et le cerveau, lui, ce qu'il répond, c'est « pas moi, moi pas ». Et comme le cerveau ne veut pas mourir et que son rôle, c'est de vous faire vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, un shoot d'hormone de stress. Vous allez respirer comme un dingue, votre cœur va battre la chamade, parce que lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Et pendant que vous, vous dites « je veux mourir », le cerveau est en train de dire « non, pas moi ». Et on se met dans cet état-là. Et allez, ça remonte, clac, 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 on repasse pour un tour. Et là, vous êtes en hyperventilation. Ça va, c'est bon, je ne suis pas morte encore. Et là, vous redescendez. Mais pendant que vous redescendez, c'est pas fini l'histoire. Parce que les scénarios qu'on se fait, la petite roulette du wagonnet, là, vous vous imaginez qu'elle se décroche. Pire, le rail dans la première courbe à gauche, vous imaginez que le rail se décroche. Le truc de dingue, c'est que le cerveau, il anticipe, et donc lui, il voit que vous allez tout droit au lieu d'aller à gauche, et là, vous remourrez. Et là, c'est pas possible, vous vous mettez dans un état de dingue. Non, je veux pas mourir. Et le cerveau dit, non, moi non plus. C'est purement cérébral. À l'inverse, la grand-mère, elle, quand elle est rentrée dans ce wagonnet, pas de souci, pour elle, il était hors de question de mourir là, confiance. Confiance, pour elle, il n'y avait aucune raison de douter de l'infrastructure. Les petits coquins parmi vous pourraient peut-être être tentés de penser à son âge, on n'a plus grand-chose à perdre. Ce qui peut être vrai, hein, ouais, j'en ai vu quelques-uns qui l'ont pensé. Ça se voit à vos yeux, vous l'avez pensé. Et au fond, la qualité du dialogue intérieur qu'on se fait va générer les émotions qui sont liées, mais également les résultats. C'est la même expérience. Maintenant, avec cette vidéo, je vous ai encore manipulé pour vous démontrer que notre cerveau nous berle en permanence. Et ce n'est pas forcément parce qu'on ressent un truc que c'est vrai. On va faire un test et je vous demande d'être le plus honnête possible. De ces deux protagonistes, l'adolescente et la grand-mère, l'une des deux est restée plus longtemps à l'image que l'autre. Qui pense de façon très intuitive que l'adolescente est restée plus longtemps à l'image que la grand-mère? Allez-y, il n'y a pas de... Voilà, ok. On est quand même une grande majorité d'entre vous à avoir eu le sentiment qu'elle est restée plus longtemps à l'image. L'autre moitié, ce sont juste des lâches, parce qu'ils n'avaient pas de chronomètre, vous n'en savez rien, c'est juste que vous ne vouliez pas perdre la face. Ce sont aussi les gens qui ont intellectualisé. Si le mec qui pose la question, c'est qu'il y a un loup, je ne lève pas ma main. Mais intuitivement, on a eu l'impression que l'adolescente est restée plus longtemps à l'image. Or, c'est la grand-mère qui est restée plus longtemps à l'image. J'en veux pour preuve, c'est que la grand-mère, vous avez assisté du début à la fin de l'attraction, alors que l'adolescente, vous n'avez eu qu'un extrême. Alors pourquoi avez-vous l'impression que ça a duré plus longtemps? Parce que notre cerveau est sujet à ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ces biais cognitifs, ce sont des interprétations, des filtres. Notre cerveau filtre en permanence ce qui nous entoure, ce qu'on ressent. Et laissez-moi vous expliquer et vulgariser ce qui s'est passé et pourquoi vous avez ressenti que c'était plus long. Quand vous avez vu l'adolescente, dans un premier temps, vous avez ri, bande de sadiques, je l'ai vu. Vous avez ri parce que c'est drôle. Et puis, dès lors, vous vous êtes dit « Oh la pauvre », vous étiez perdu. Parce qu'à partir du moment où vous vous êtes dit « Oh la pauvre », vous avez fait appel à un mode de fonctionnement que nous avons tous, c'est l'empathie. Vous savez, dans les neurones miroirs, là, on fait tous preuve d'empathie. Et cette empathie nous permet de nous déplacer dans l'émotion de l'autre. À partir du moment où vous avez dit « Oh la pauvre », vous étiez piégé. Ce n'était pas votre trajet, mais vous étiez mal à l'aise. Et à partir du moment où vous êtes mal à l'aise, eh bien, notre rapport avec le temps change. Le temps est le même, mais le rapport qu'on a avec le temps change. Au même titre qu'une minute peut être très douloureuse si vous êtes avec un client chiant, et peut-être trop court si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez profondément. La même minute. La qualité de nos conversations intérieures fait toute la différence. La grand-mère est restée plus longtemps à l'image. Et pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question avec la grand-mère? C'est parce qu'elle vous a mis à l'aise, vous avez ri, pas de problème avec ça. Morale de l'histoire, si vous voulez, les journées passent plus vite, riez plus, ça passe plus vite, ça aide. Donc l'optimisme, pour moi, c'est un petit peu à l'image de cette photo. C'est une capture d'écran que j'ai prise sur YouTube. Pour moi, l'optimisme, c'est ce qui nous pousse à faire preuve d'action audacieuse. Et vous êtes probablement là pour ça aujourd'hui. Alors, on ne m'a pas payé pour le dire, parce que de toute façon, c'est mon dialogue. Vous l'avez entendu, je l'ai déjà dit avant. Hein. Donc, mais qui est ici pour avoir des idées? Qui est ici pour trouver? Il y a quelqu'un ici qui est venu pour avoir des idées ou pour se lancer? Ok, très bien. Alors, il va falloir... Déjà, vous êtes ici, c'est déjà une belle preuve d'audace, c'est bien. Mais maintenant, se lancer, c'est pas tout. Bravo à vous. L'audace, c'est quoi? À l'instar du courage, parce qu'on confond souvent le courage et l'audace. Le courage, on en est tous dotés. Face aux difficultés de la vie, on a cette force intérieure qui est inscrite dans notre patrimoine génétique qui fait qu'on trouve toujours de quoi survivre. Mais l'audace, c'est un choix.
Le courage est une conséquence, l'audace c'est un choix. Faire preuve d'audace, c'est choisir. Vous savez que ça va être dur, mais vous le faites quand même. Vous savez que vous risquez d'être dans la merde, mais vous le faites quand même. C'est ça l'audace. Et au fond, cette image pour moi me permet de l'illustrer parfaitement. Que se passe-t-il sur cette vidéo? C'est un teckel qui court derrière un rhino. Laissez-moi vous déplacer dans la tête du rhino. Le rhino, il voit le teckel. Le teckel, lui, il a vu le rhino. Et le teckel s'est dit, je vais le bouffer. Mais il en est convaincu. Le rhino, face à l'assurance du teckel, se dit, c'est quoi ce petit truc qui vient? Il vient un petit peu trop vite, je vais trotter, on ne sait jamais. Le chien qui voit le rhino trotter se dit, ah ah, tu vois, il a raison, il a peur, et je vais le bouffer. Le teckel court de plus en plus vite, parce que ça alimente sa certitude qu'il va bouffer le rhino. Le rhino se dit, oula, le teckel court plus vite, je vais peut-être galoper. Le teckel voit le rhino galoper. Ah ah, il galope, je lui fais peur, je suis le plus fort. Et le rhino se dit, punaise, je vais me faire bouffer. Le truc de dingue, c'est qu'ils sont tous les deux convaincus qu'ils ont raison. Et le teckel, lui, sa confiance est alimentée par la peur du rhino. Bon, ça se termine bien, le rhino est sauvé, il n'a pas été bouffé. Mais c'est l'état d'esprit. Le teckel court derrière le rhino parce qu'il est convaincu qu'il va le bouffer. Le rhino a peur, il est convaincu qu'il va se faire bouffer. Ça dépend des perspectives. Et puis l'optimisme, pour moi, c'est ça aussi, c'est faire preuve de confiance. Alors ça, c'est un problème RH. Hein, ils ne sont pas mauvais, hein, mais c'est juste qu'ils sont au mauvais endroit. Alors, pour moi, ça, c'est ce qui s'appelle l'optimisme BA. Oui, parce qu'on va juste être d'accord. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'optimisme et faire croire que l'optimisme résout tous les problèmes. Absolument pas. L'optimisme n'est pas une baguette magique ni une incantation magique qui résout tous les problèmes. Absolument pas. Ce n'est pas non plus une façon superstitieuse d'appréhender les problèmes. Non, les optimistes ont autant d'emmerdes que les autres. Et ça, c'est pas plus facile que les autres, sauf que notre attitude est différente que les autres. C'est aussi avoir confiance. Là, par exemple, vous êtes dans une situation où, pour certains d'entre vous, si vous cherchez des idées et votre voie à suivre, vous devez avoir confiance. Vous venez chercher peut-être même des réponses. Et dans n'importe quel projet, à un moment donné, parfois, on se lance que si on est sûr de réussir. On va se mettre d'accord, je suis optimiste, je déteste perdre, je déteste échouer. On est d'accord? Sauf que j'ai conscience que l'échec et que les difficultés font partie de la vie. Au fond, les optimistes savent qu'ils ne sont pas à l'abri des tempêtes, mais ils sont convaincus qu'aucune d'elles ne les submergera. Ça, c'est une confiance. Au fond, pour ceux qui ont peut-être un esprit contrôlant, on attend parfois d'avoir 100% de certitude pour se lancer parce qu'on a peur d'échouer. Oui, alors bien entendu, c'est pas chouette d'échouer, mais l'échec, il sera là de toute façon, quoi que vous fassiez. Et certaines personnes font un plan A, un plan B, un plan C avant de se lancer. Mais au fond, si avec un plan A, tu ferais comment? Parce qu'il y a des gens qui font tout l'alphabet pour se lancer. Et au fond, au final, les cimetières sont pleins de gens qui attendent le bon moment aussi pour se lancer. Le bon moment, le bon financement, la bonne personne, la bonne idée. Et en plus, on ne se lance pas. La confiance, c'est quoi? C'est avoir assez d'éléments, genre 60 à 70% d'éléments qui te permettent de dire « ça va aller ». Les autres 30%, c'est l'incertitude. Et tu l'auras de toute façon dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. L'incertitude fait partie de la vie et des choix. Et ces 30-40% qui te restent, c'est cette confiance que tu donnes. Et les optimistes, ils font quoi? C'est qu'à un moment donné, ils savent que les réponses, ils les ont dans l'action. Les réponses, c'est dans l'action, c'est sur le chemin, dans les rencontres, dans les échecs que tu vas pouvoir transformer, dans les apprentissages, dans les gens que tu vas pouvoir rencontrer qui vont pouvoir t'aider, dans un collectif. Et ce qui est fabuleux, dans la franchise, dans une franchise, vous n'êtes jamais seul. Donc c'est cette confiance, c'est que tu n'as pas toutes les réponses, mais tu les auras dans l'action. Et c'est ce que l'optimisme génère. Et donc, arriver à se dire que l'année sera fabuleuse parce que je l'ai décidé, ça change tout. Dans l'état d'esprit, dans le comportement et dans le câblage cérébral. Et puis même le mois ou la journée. Aujourd'hui, il sera une journée fabuleuse parce que je l'ai décidé, ça change tout. Ça change tout dans la façon dont vous allez appréhender les problèmes qui vont arriver. Alors laissez-moi vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de développer et d'entretenir l'optimisme au quotidien. Alors ces astuces, elles fonctionnent toutes. Et elles sont toutes accessibles pour tout le monde. Et pourquoi je parle d'entretenir? Parce que l'optimisme peut se perdre. Et pourquoi je parle d'acquérir? Parce que l'optimisme peut s'acquérir. On sait aujourd'hui, grâce à différentes études scientifiques, que l'optimisme fonctionne comme n'importe quelle autre compétence. C'est un mode de fonctionnement. Demain, vous voulez apprendre à jouer de la guitare, vous prenez une guitare, vous allez sur des tutos, vous jouez tous les soirs la guitare et vous jouez les jeux interdits au bout d'une semaine.
c'est pareil pour l'optimisme. Ça peut se développer. Alors, je vous ai promis tout à l'heure de répondre à une question, avant de vous donner ces 6 astuces. Une réponse scientifique par rapport à est-ce que nous naissons optimistes ou nous le devenons? Oui, parce que ça peut parfois devenir un prétexte de ne pas le faire. C'est de toute façon, je suis né pessimiste. Hein. Ouais, je suis né con, donc j'y peux rien. Hein. Non, non. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a une quinzaine d'années, les généticiens ont fait une découverte majeure. Quand je vous parle d'une découverte majeure, elle est tellement importante qu'aujourd'hui, cette découverte permet aussi de soigner la dépression nerveuse. C'est vraiment une découverte majeure. Les scientifiques ont découvert que tout le genre humain, sans exception, tout le genre humain, tout ce qui fait le patrimoine génétique du genre humain, dans ce patrimoine génétique, il y a un génome, le gène qu'ils appellent 5-HTT, hein, qui est une abréviation trop complexe que j'arrive même pas moi à dire, mais ce gène 5-HTT est aujourd'hui communément appelé le gène du bonheur. Ça en dit déjà beaucoup. Au fond, on sait génétiquement que tout le genre humain est câblé pour être heureux. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est extrêmement motivant, c'est encourageant et plein d'espoir. On peut, ça fait partie de notre patrimoine génétique. Bon, vous avez compris qu'avec la science, quand il y a une bonne nouvelle, il y a parfois aussi des mauvaises nouvelles. C'est que ce gène existe en différentes versions. En version longue, mais aussi en version courte. Donc la mienne est plus longue que la tienne, ça marche là aussi, hein. Mais si vous avez ce patrimoine 5-HTT long, ce sera facile pour vous, vraiment génétiquement plus facile pour vous. Et s'il est court, vous allez en chier un petit peu plus. En revanche, court ne veut pas dire absent, court ne veut pas dire impossible, court veut juste dire plus difficile, mais pas impossible. Et c'est en cela que le message est intéressant et que ces astuces que je peux vous donner peuvent vous aider à devenir plus optimiste au quotidien. Et ce que l'on sait aussi des généticiens, on pensait pendant des décennies que le patrimoine génétique était immuable. On sait aujourd'hui que le patrimoine génétique évolue toute notre vie. Donc à partir du moment où on apprend à être optimiste, c'est aussi inscrit dans notre patrimoine génétique. Ça s'inscrit comme une mémoire vive dans n'importe quel ordinateur. Allez, première astuce, c'est quoi qu'il vous arrive, c'est de vous mettre dans une position avantage et bénéfice. Alors, on va pas charrier, hein. On est en France, on va râler d'abord. Okay, on est français, on ne va pas se renier, on a le droit de râler. Il paraît même que râler est bon pour la santé. C'est très bien, c'est une émotion, très bien. Donc on peut râler, moi quand j'échoue, je râle. Okay, vous ne me croyez pas, mais je râle, j'aime pas. En revanche, l'optimiste, quand il a râlé 3 jours et qu'il a pleuré 3 jours dans le fond de son lit, il se relève un matin et il se dit « Ok, c'est bon, allez, on s'y remet, je ne peux pas changer la situation, je peux changer mon regard. » Le fait de vous mettre en avantage et bénéfice stimule votre cerveau à répondre à cette question. C'est une question qui vivifie le cerveau vers la réponse. Par exemple, parlons de quelque chose qui nous touche tous et de très proche, on a tous vécu la période du confinement. Et c'est intéressant de voir que certains l'ont bien vécu et d'autres très mal. Mieux encore, il y a des carrières qui se sont créées pendant le confinement. Il y a des prises de conscience qui se sont créées pendant le confinement. On sait aujourd'hui qu'on peut télétravailler. Ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre ça en place, le télétravail. Il a fallu un virus pour qu'on sache que télétravailler est possible. Il y a plein d'autres avantages comme ça. Certains se souviennent même qu'ils ont des enfants. Voilà. Mais le fait de vous mettre en avantage et bénéfice, votre cerveau va chercher la réponse à cette question, quelle que soit la nature du problème. Ensuite, c'est de faire preuve de plus de flexibilité. Vous savez, cette flexibilité qui permet ce qu'on appelle le rebond. Le rebond qui permet de changer une situation en quelque chose de positif. Parfois, on est convaincu que, puisqu'on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus demain. Sauf que dans un monde qui change, faire ce qui a toujours marché peut ne plus marcher demain. Et se dire qu'on a pu le faire avant, on le fera après, est une erreur intellectuelle monumentale. Vous prenez 2 balles, une balle de tennis et une balle de pétanque, vous les lâchez tous les deux de la même hauteur, elles ne vont pas rebondir de la même façon. Et en fait, l'optimiste a cette capacité extraordinaire à mieux rebondir face aux difficultés. Cette flexibilité qui nous permet de nous adapter. Si le genre humain existe aujourd'hui parmi toutes les créatures vivantes, c'est parce qu'on a une capacité extraordinaire à s'adapter. Et si vous croyez que c'est impossible, vous êtes mort. On sait tous s'adapter à n'importe quelle situation. Faire preuve de flexibilité, c'est aussi admettre qu'on n'a pas choisi notre physique. Non ? Ça ne vous perturbe pas. Bon, alors là j'arrive à une partie de ma conférence que j'aime un peu moins. Je vais devoir me mettre en danger. Vous n'avez rien marqué chez moi, non? Ok, bon.
attendez, restez là. Je reviens. Allez, c'est parti. Ouh. Allez, courage. Il se peut que certains d'entre vous voient François Hollande maintenant. Vos rires ne me font pas plaisir. Alors, le truc qui est dingue, c'est le cerveau encore. Ces fameux biais cognitifs, le fait de mettre une paire de lunettes, vous voyez... Non, mais ne riez pas, ça suffit quand même. Non, mais c'est vexant. Le truc de dingue, c'est que même si je les enlève, vous le voyez encore. C'est fou, maintenant que je vous ai mis sur cette piste, le cerveau nous berne en permanence. Non, mais histoire vraie, bien entendu, je vous ai dit que toutes les histoires sont vraies. On est en 2018, et quand je vous dis de faire preuve de flexibilité, j'ai dû en faire preuve. Parce que quand vous ressemblez à François Hollande, limite ça aurait été Brad Pitt. L'histoire aurait été différente. Mais on est en 2012, élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Dans l'inconscient collectif, on voit tous ces visages à la télévision. Et un jour, un matin, je fais des courses et quelqu'un m'interpelle en me pointant du doigt, en disant « Hey, vous ne seriez pas François Hollande ?» Et là, tu le regardes, tu dis « Mais il est con, lui, ou quoi ?» Ah non. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus sortir de chez moi sans me faire aborder par des gens qui pensaient que j'étais François Hollande, parce qu'à l'époque, je portais des lunettes. Et à l'époque, j'avais une coiffure un peu plus longue avec la même coupe de cheveux que lui, donc c'était encore plus flagrant. Et moi, le matin, je me levais et j'étais dans ma salle de bain et je me regardais, mais j'étais le seul à ne pas l'admettre. Mais à un moment donné, la caméra cachée, elle ne pouvait pas durer une semaine. Tu devais admettre que si les gens te reconnaissent. Et donc, je suis resté chez moi. Parce que être identifié par François Hollande, c'était pas pour moi le plus beau compliment. Non, parce qu'il avait 14 ans plus que moi en plus, donc c'est pas flatteur, quoi. À nouveau, Brad Pitt, t'aurais fait autre chose, tu vois. Et donc, tu restes chez toi en espérant que c'est le petit qui passe, il a perdu. Et là, tu peux pas rester 5 ans chez toi. Tu dois faire preuve de flexibilité. Et c'est là où j'ai décidé, au lieu de m'en agacer, d'en rire. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à en rire, et c'est là où une certaine magie a commencé à s'opérer. Ça devenait plus agréable pour moi. Je générais des sourires dans la rue. Et un beau jour, je reçois un appel téléphonique du journal Sud-Ouest. Oui, parce que j'habite à Biarritz. Et donc, le journal Sud-Ouest me dit « On vous a repéré sur les réseaux sociaux. Vous savez que vous ressemblez à François Hollande ?» Et là, tu as envie de leur dire « Ta gueule. Hein ?» Et tu leur dis « Oui, oui. » Et ça vous dit de faire une expérience sociale avec nous? Et moi, qui aime bien déconner, je leur dis « Dites, expliquez-moi. Vous venez habillé en François Hollande, vous venez en impair, on vous met 2 gardes du corps et un photographe, on va à la plage de Biarritz, on regarde ce qui se passe. » On s'est exécuté, on est allé à Biarritz sur la plage, j'avais mon impair, mes lunettes, garde du corps, et c'est une foule qui est venue s'amasser autour de nous, au point que la police municipale est arrivée, la police s'est frayé un chemin, m'a vu, a fait « Oh, monsieur le président, non, non, c'est une blague, c'est juste une blague », même la police a cru que c'était monsieur le président, et... Vous allez voir, si vous mettez sur Google sosie François Hollande, vous allez voir, j'ai fait avec ça tous les médias. Cette flexibilité m'a permis de faire tous les plateaux de télé, sur toutes les chaînes de télé. Et même mieux encore, j'ai pas fait que de la télé, j'ai fait des clips, j'ai fait des trucs de dingue. Ça m'a permis de voyager et de faire des trucs de fou qui m'a permis de m'amuser. C'est pas un plan de carrière, mais c'est juste super amusant. Et parmi toutes ces histoires, il y a 5 ans de cela, je reçois l'appel d'un certain assistant de monsieur Fabien Antoniente. Vous savez, Fabien Antoniente, le réalisateur du film Camping, le réalisateur qui joue beaucoup avec Franck Dubosc, et me dit « Monsieur Poulart, vous ressemblez à François Hollande. Monsieur Dubosc va tourner un prochain film. Il y a un rôle de François Hollande dedans. On aimerait que ce soit vous. » Ah bon? Dites-moi plus. Il y a Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, François-Xavier de Maison, Mister V. Ah, bien. Ah oui, et ça se passe en Guadeloupe? Oh. Et pendant 2 semaines? Ah bien. Et c'est payé? Tiens. J'accepte. J'accepte le truc. Mais à un moment donné, tu te dis, à quel moment dans ta vie ça t'arrive de pouvoir vivre une expérience comme ça? Donc, tu veux la vivre ou tu la vis? Et donc, je joue dans le film, je suis en Guadeloupe, parce que bon, effectivement, en Guadeloupe, et j'ai cette proximité-là, je ne suis pas figurant, je suis acteur, donc je mange avec eux, on est tout le temps ensemble, on est à une proximité de dingue, et donc là, vous voyez, lui, c'est moi, je m'auto-dégoûte tout seul. Oui, je sais, même moi, je me dégoûte avec cette photo. Donc là, c'est moi dans le film, hein, c'est une capture d'écran dans le film. Alors là, juste vite fait, c'est une capture d'écran du film. C'est mon premier jour de tournage. Et là, on me dit, j'arrive, j'ai jamais fait de cinéma, et donc tous les clichés du cinéma sont là. Fabien Antoniente m'accueille à bras ouverts. Bonjour Michel, comment vas-tu? Il me tutoie, il m'embrasse. Je lui dis, punaise, c'est cool. Oh, il m'embrasse et tout. Il me fait, Michel, t'es prêt à aller jusqu'où pour ce rôle? Et là, dans ma tête, et là c'est important, dans ma tête, je suis Jean-Paul Belmondo.
Mais ça a toute son importance. Le fait d'être Jean-Paul Belmondo, j'étais sûr de moi. Pour moi, je me voyais déjà courir sur le métro, je me voyais sauter d'un hélicoptère, et je dis à Fabien, tout ce que tu veux, Fabien. Pour moi, ce film, ça allait être un truc de dingue, j'allais le vivre à 300%. S'il fallait que je me casse un bras, tant pis, c'est pour la postérité, le bras, au bout de 6 semaines, c'est réglé. Et je lui dis, tout. Il me dit, ça tombe bien, bon, va prendre un maillot et des claquettes, tu vas faire des plats. Bon. Parce que dans le film, François Hollande fait des plats. Vous voyez, il y a Victor Belmondo, Mister V, Camille Lavabre, et vous devinez derrière, entre mes jambes, vous devinez aussi Josiane Balasco. Alors, on m'explique, voilà, c'est un concours de plats. François Hollande, avec ses lunettes, oui, parce qu'il fallait garder ses lunettes, on dit moteur, action, tu cours et tu nous fais le plat monumental. Moi, dans ma tête, j'allais faire le plat du cinéma français, le plat dont tout le monde allait se souvenir. Moi, j'étais convaincu que même ce plat allait jusqu'à Hollywood. Ce plat vaudra un Oscar, l'Oscar du plat. Mais ça a toute son importance dans la façon dont je vais courir. Silence, moteur, ça tourne, action, je m'élance, je cours, et je te fais un saut de l'ange, pa, ça claque, ça pique. Je sors de l'eau, fier de moi, convaincu d'avoir fait le plat de ma life. Et donc, convaincu d'avoir fait cette séquence extraordinaire, j'avais oublié un détail. Le détail qui dit qu'au cinéma, tout ne se fait pas avec une seule prise. Et j'entends, on la refait. Et là, je fais, mais ça pique en fait ton truc. Et je la refais une deuxième fois, une troisième fois. Au bout du 5e plat, là, mon cerveau commence à me dire, tu te démerdes sans moi, ça fait vraiment très mal. Et mon cerveau me lâche. Et donc, les plats devenaient de plus en plus approximatifs jusqu'au 13e plat. Au 13e plat, je sors de l'eau. Fabio Antoniente me regarde en disant « Bon, on arrête, on ne peut plus rien faire avec lui, il est tout rouge, il saigne de partout. » Et j'avais des hématomes de partout. Pour au final constater qu'au tournage, enfin à la projection, ils ont gardé la première scène. Voilà, c'est le cinéma. Hein. Voilà, donc véridique, le film s'appelle All Inclusive. Alors, c'est un bide monumental. Le film est naze comme c'est pas possible. Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai vécu une histoire de dingue. J'ai vécu une histoire où pendant 2 semaines, j'ai vécu à la proximité de ces acteurs-là. On a lié d'amitié, on a refait des soirées, on a refait le monde ensemble. Je m'en fous que le film soit mauvais. J'ai vécu une histoire de dingue inoubliable. Ensuite, quand ça va mal, allez chercher la gratitude. Dites plus souvent merci. Merci, bravo, merci la journée, merci le salon, merci d'être là, merci pour vos sourires. Et riez plus souvent. L'humour favorise l'optimisme. Il faudrait faire preuve de plus souvent d'autodérision. On ne rit pas assez. On ne rit pas assez dans nos business. On ne rit pas assez de nous. On ne rit pas assez avec les autres. Ça fidélise même les clients. Ça débloque même parfois des situations complètement bloquées. Riez plus souvent. Ça fait du bien pour tout le monde. Quand on va à la Fnac, chez Boulanger, vous avez 3 commerciaux, vous allez toujours vers celui qui sourit le plus. Ben, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Changez son vocabulaire. En France, on a plutôt tendance à parler en négation. C'est franco-français, hein, c'est pas belge, c'est pas suisse, c'est pas canadien. Quand on veut dire quelque chose de bien, on dit c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas con. Alors j'entendais chez Top Chef, c'est plutôt pas mal. Sauf que le cerveau, lui, ne comprend pas la négation. Et chez Top Chef, j'entendais aussi un chef dire à un candidat, c'est pas inintéressant. Et là, le cerveau, il est en flottement. C'est bon ou c'est pas bon? Dites plutôt, c'est bon, c'est bien, c'est brillant, c'est délicieux, tu es belle. Alors, messieurs, quand vous dites à une femme « tu es belle », jamais aujourd'hui après, sinon ça ne marche plus. Okay? Donc, dernière astuce à vous donner, c'est d'apprendre à relativiser. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. Au fond, si tu pèses 100 kilos sur Terre, tu n'en fais que 38 sur Mars. Non, tu n'es pas gros, tu es juste sur la mauvaise planète. C'est toi qui vois. Donc, les optimistes ne sont pas dans l'attentisme, ils sont proactifs. Ils vont chercher l'action, ils vont vers l'action. Ils n'attendent pas le bon moment. Est-ce que c'était mieux avant? Il n'y a rien de pire pour l'optimisme de penser que c'était mieux avant. Non, parce que quand vous dites au cerveau que c'était mieux avant, le cerveau, lui, il anticipe, il entend ce sera pire demain. Et quand on vous dit que ce sera pire demain, c'est plutôt compliqué pour les projets. Non, c'était pas mieux avant. Si je vous demande de me donner vos smartphones contre de vieux téléphones, j'ose parier que vous ne voudriez pas. Est-ce que c'était mieux avant? On entend souvent dire « Oh, génération de dégénérés, tous ces jeunes, génération Z, ils ont toujours le nez dans leur portable. » Ah bon, c'était mieux avant? On avait toujours le nez dans quelque chose. C'était pas un portable, mais c'était un journal. On n'était pas plus sociaux qu'avant. On parlait pas plus avec les gens qu'avant dans le tram et dans le métro. On avait le nez ailleurs. C'est juste le support qui a changé. Oh là là, quand je regarde un film sur Netflix, je passe plus de temps à regarder, à chercher le film que regarder le film. Ah bon? Ben vous avez oublié, quand on allait dans les vidéoclubs, on passait 1 heure dans le vidéoclub choisir sa VHS.
Non, c'était pas mieux avant. C'est juste les supports qui ont changé. C'était mieux avant. Non, c'est pas sûr. Ah, c'était mieux avant. Non, c'est pas sûr. Bon, ça marche pas à tous les coups. OK? C'est certain. Alors les amis, oui, il est vrai, on vous dira que vous n'avez que 10% de chance de réussir. On vous dira que c'est dur. On vous dira que ce sera difficile. Il y aura des portes fermées. Mais des fenêtres seront peut-être ouvertes et vous pourrez prendre peut-être aussi une échelle pour monter dans ces fenêtres. Est-ce que j'ai du son là? Oui. Et donc, à partir du moment où vous vous lancez, sachant que ça va marcher, et même si on vous dit qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche, vous le faites. Et vous le faites avec conviction. Merci à vous. À bientôt et restons en contact si vous le voulez. Prenez note, je suis sur LinkedIn, je suis partout et même sur TikTok. À bientôt et bon salon les amis.